Chapitre 3. Refuge. La porte s'ouvre sur la Baronnette, vêtue d'un long négligé. Ce genre de robe d'intérieur, moussant de dentelle, correspond à l'idée que la noblesse se fait de la simplicité. Nous la surprenons dans son intimité. Elle était occupée à lisser ses longs cheveux blonds, assise à la coiffeuse disposée à côté du balcon. Devant la porte-fenêtre ouverte, pendent des voilages vaporeux, lentement agités par la laine du soir. Il fait presque nuit désormais, et la seule lumière provient d'un candélabre où sont empalées des bougies. À la lisière du halo, au-dessus d'une cheminée en marbre aux cendres éteintes, apparaît un portrait souriant de la jeune fille. Je devine que c'est l'œuvre de mon frère, revenu au bercail après avoir voyagé dans je ne sais quelle cour. Pour le reste, la vaste chambre est plongée dans la pénombre. « Diane !» s'exclame Bastien en lui prenant les mains entre ses doigts tremblants. Diane, comme la déesse romaine de la chasse. C'est que le vieux baron est passionné de vénerie, n'hésitant pas à écraser les blés sous les sabots de son cheval lorsqu'il traque un chevreuil à travers champs. « Il s'est passé quelque chose de terrible », balbutie Bastien. « Mon père, ma mère et Valère. » Sa voix se brise dans un sanglot. Jusqu'à la porte de Diane, il était animé par un espoir fou. Mais l'évocation de la dragonnade le ramène à l'horreur de la réalité. « Ils ont été assassinés, dis-je, complétant les mots qu'il ne parvient pas à articuler. Nous sommes les seuls survivants. Je n'ai pas le choix. Je dois faire confiance à cette fille en qui Bastien place ses espoirs. » La Baronnette s'écarte pour nous laisser entrer et referme la porte derrière nous sans un bruit. Ce silence, ce teint blême et cette robe d'une blancheur spectrale, elle ressemble à un fantôme. Est-ce la nouvelle du sort ayant frappé ma famille qui la plonge dans cet état? Non, il me semble qu'elle était déjà livide au moment de nous ouvrir. Bastien compense le mutisme de son amoureuse par un flot de paroles désordonnées. Un inquisiteur s'est présenté, accompagné de dragons. Ils ont découvert le laboratoire secret de mes parents, celui dont je t'ai parlé. Chaque mot est comme un poignard qui s'enfonce dans mon ventre. Non seulement Bastien a risqué sa vie en courtisant une jeune fille bien au-dessus de sa condition, le titre de baron étant le plus haut de la noblesse mortelle, mais il a aussi risqué nos vies à tous, en livrant à son amoureuse le terrible secret que je viens d'apprendre il y a moins d'1 heure. Il lui a avoué que notre famille fricotait avec la Fronde. À elle, la fille du seigneur chargée d'appliquer la loi royale à la butte aux rats. Se rend-il compte de son imprudence, ou est-ce que l'amour l'aveugle à ce point? L'inquisiteur est venu avec un carrosse d'ébène, continue-t-il, haletant. Mais le vampire qui y voyage ne pensera pas à venir nous chercher ici, au château. Dans ta penderie, ma sœur et moi serons à l'abri. Les parfums imprégnant tes habits dissimuleront notre odeur, couvrant le sillage qui remonte depuis le village. Et quand le carrosse repartira au jour levé, nous aussi nous nous en irons. Toi et moi, comme je te l'ai promis, avec ma chère Jeanne. Tous les 3, nous traverserons les mers pour aller jusqu'aux Antipodes. Les Antipodes? Ce pays imaginaire qui, d'après la légende, échappe aux jougs vampiriques pesant sur la France, sur l'Europe et sur tout le monde connu. Mais les Antipodes n'existent pas, Bastien. Je m'énerve. Qu'en sais-tu? T'as bien passé des heures plongées dans tes romans à imaginer que tu sillonnais les 7 mers pour partir au bout du monde, aux Amériques, en Afrique, au Japon même. Alors pourquoi pas aux Antipodes, hein, belette? J'imaginais juste, comme tu le dis. C'était seulement un jeu, comme lorsqu'on regardait les nuages. Au cours des années, l'optimisme souriant de mon frère est souvent venu illuminer mes sombres rêveries. Mais ce soir, il me met hors de moi. Les nuages ne sont que de la vapeur d'eau, Bastien, des mirages, je lui crie. Et je ne suis pas une belette. Je suis une roturière condamnée comme toi au parquage. Il n'y a pas d'échappatoire. Les ténèbres sont partout, à travers toute la vampiria et au-delà. Il ne m'écoute plus. À force de vivre dans ses songes, il a définitivement perdu la raison. Déjà, il se précipite vers la porte de la penderie. Il connaît le chemin. Mais à cet instant, pour la première fois depuis que nous avons pénétré dans la chambre, Diane de Gastefriche ouvre la bouche. Sa voix est à son image. Spectrale, ténue comme un courant d'air, aussi fragile que la lignée exsangue dont elle est l'ultime rejeton. « Je suis tellement désolée, mon amour, » murmure-t-elle. « Courage, m'amuse, » rétorque Bastien. « Il nous en faut, à tous les 3.
Tu dois agir comme si de rien n'était et mentir à ton père jusqu'à notre échappée belle. Quant à Jeanne et moi, nous pleurerons nos morts plus tard. » J'ai l'impression terrible qu'il se méprend sur le sens des paroles de Diane. Trop enivré qu'il est par ses propres sentiments, il ne perçoit pas l'accent de culpabilité dans la voix de son aimé. « Pourquoi êtes-vous désolée, Diane ?» je demande à la baronette, assaillie par un funeste pressentiment. Elle tourne vers moi ses yeux troubles, embués. « Ce n'est pas ma faute, » se lamente-t-elle. « Je n'ai pas trahi le secret de votre frère, je le jure, mais... » Elle hoquette. Des larmes se mettent à couler sur ses joues blafardes. « Mais... » je répète, les battements de mon cœur s'accélérant dans mes tempes. « Mais mon père a fait écouter à la porte de ma chambre à mon insu, la dernière fois que Bastien y était. C'est ainsi qu'il a appris pour nous deux. Il sait tout. Notre liaison, notre projet de fuite, le secret de votre famille. Il aurait pu nous prendre sur le fait, Bastien et moi, mais il a préféré le laisser repartir afin de vous frapper tous les 5 un peu plus tard. Je voulais courir vous prévenir. Je n'ai pas pu, enfermée dans ce château, surveillée par mon père. » En un vertigineux précipité, je comprends soudain ce qui a emmené l'inquisiteur à la butte aux rats. Ce n'était pas un contrôle de routine, non. C'était une dénonciation. Bastien écarquille les paupières, tel un somnambule qui s'éveille au seuil d'un précipice. Il lâche la poignée de la penderie. Je saisis celle de la porte, mais cette dernière tourne sous mes doigts avant que je puisse l'actionner. Il y a quelqu'un là, dehors, qui pousse de toutes ses forces. « Bastien !» Je glapis, en faisant un bond en arrière. La porte s'ouvre avec fracas sur le garde que j'avais cru voir somnoler sur le parvis, mais qui est bien réveillé à présent, brandissant son épée. Quant à l'ombre furieuse se profilant derrière lui, elle appartient au vieux baron en personne. « Je le savais !» vocifère-t-il. « Le gueux qui a osé toucher ma fille est venu chercher refuge ici, dans ses jupons. » La lourde perruque poussiéreuse du baron tremble d'indignation au-dessus de son front ridé, pareil à une dépouille de mouton crevé. Les boucles d'un jaune délavé dégoulinent sur ses épaules voûtées et sur son maigre torse. Il désigne Bastien du doigt. « L'inquisiteur t'a peut-être laissé échapper, mais ta fuite pathétique s'arrête ici, misérable. Mathurin, embroche-le comme le pourceau répugnant qu'il est. » Le garde se précipite sur mon frère, l'âme au clair. « Père, ayez pitié !» hurle Diane. Je n'ai pas le temps de m'interposer, et Bastien pétrifié n'a pas le réflexe d'esquiver. Le fer s'enfonce dans l'estomac de mon frère adoré, le pliant en deux sans qu'il émette la moindre plainte. La sidération me coupe le souffle. Diane, elle, hurle aussi fort que si l'épée l'avait éventrée. « Non !»« Tais-toi donc !» lui ordonne son père. « Vois plutôt l'avantage. En exterminant cette vermine frondeuse, j'ai peut-être enfin gagné ma transmutation, que j'attends depuis des lustres. » Ivre de douleur, des larmes plein les yeux, j'essaye de retrouver ma respiration. Mon Bastien, mort, et l'ignoble baron qui s'en réjouit pour acheter sa transmutation, le Graal de tous les hobereaux mortels, aspirant à s'élever jusqu'à la haute noblesse vampirique avant de passer l'arme à gauche. Titubant de désespoir et de haine, je me déporte devant le balcon. Le garde retire sa lame du corps de Bastien et interroge son maître du regard. « Eh bien, qu'attends-tu, imbécile ?» rugit le baron. « Achève-la, elle aussi !» La brute fonce tête baissée dans ma direction. Maintenant, se ressaisir. J'ai parfois été poursuivi par des sangliers bien plus lourds que moi. Dans ces cas-là, la ruse est la seule solution. Ravalant mes larmes, je soulève les voilages, disparais parmi les pans et fais un bond de côté au moment où l'assaillant croit m'embrocher. Emporté par l'élan de son corps massif, ne rencontrant pas la résistance de mon propre corps, il se jette sur le balcon dans un grand crissement de rideau qui se fend et bascule dans le vide pour s'écraser 15 mètres plus bas. À garde, je me dépêtre des voilages déchirés et me retourne vers la chambre. Au-dessus du corps inanimé du dernier membre de ma famille, se tiennent les ultimes représentants de la famille Gastefrisch. La fille pleurant à chaudes larmes, et le père dégainant sa rapière de gentilhomme à poignée dorée. C'est un frêle vieillard de 60 ans bien sonné, croulant sous sa lourde perruque démodée. Mais il est armé d'un long dard, et je n'ai pour me défendre que le petit canif avec lequel je dépaisse les lièvres. Me tenant à bout de lame, le baron m'aura transpercé de part en part avant même que je puisse l'égratigner.
Alors je bondis sur Diane et la ceinture, plaquant la pointe de mon canif contre sa gorge. Un pas de plus et je la tue, j'avertis, tentant de maîtriser l'angoisse qui fait dérailler ma voix. Une grimace de dégoût déforme le visage parcheminé du baron. Je te reconnais. Tu es la fille Froidelac. Celle qui dit ton braconne sur mes terres. Cet incapable de prévôt n'a jamais réussi à te prendre sur le fait. Foin des preuves. Ce soir, je rends moi-même la justice, ainsi que mon droit seigneurial m'y autorise, et je te condamne à mourir sur le champ. Il se dirige vers moi en décrivant des moulinets compliqués de son épée, m'obligeant à reculer vers le balcon avec ma captive. Le maître d'armes du baron lui a sans doute enseigné maintes bottes et ripostes dans sa jeunesse. Moi, personne ne m'a jamais appris à escrimer. Mais à force de fréquenter les bêtes sauvages de la forêt, mon instinct s'est affûté contre le leur. Comme la perdrix face au renard, comme la biche face au loup, je sais qu'il n'y a qu'une seconde entre la vie et la mort. Et cette seconde, ce soir, je l'utilise à mon avantage. Au moment où mes talons rencontrent le rebord séparant la chambre du balcon, je projette Diane de toutes mes forces vers la rapière tournoyante. Sans un instant d'hésitation pour l'imprudente qui nous a laissé tomber dans ce piège, sans un remords pour la traîtresse qui a causé la mort de toute ma famille. Le dard de métal s'enfonce au milieu des fleurs de dentelle, qui rougissent aussitôt telles des coquelicots. Le baron qui l'instant d'avant avançait à pas chassés vers moi avec l'agilité d'un jeune homme, redevient soudain un vieillard hébété. Ma fille, murmure-t-il d'une voix chevrotante, incrédule. Au moment où il baisse sa garde, je lève la mienne. Je n'ai droit qu'à un coup, et ce coup doit être mortel. Brandissant mon canif, je bondis sur lui et enfonce la courte lame entre les boucles défraîchies de sa perruque, droit dans son arcade sourcilière. « La voilà, ta transmutation !» je hurle. Une ondée pourpre m'éclabousse, tandis que le baron s'effondre, et j'ai l'impression qu'un déluge s'abat sur moi. Le sang de tous les morts qui se sont succédés en 1 heure à peine. Au même instant, le tintement frénétique d'une cloche résonne derrière la fenêtre béante de la chambre, en provenance de l'église du village. Ce n'est pas le carillon clair qui égrène les heures de la journée, non. C'est le tocsin strident qui sonne la tombée de la nuit et le début du couvre-feu. Une terreur mystique me tord les entrailles, balayant tout le reste. Je devine que là-bas, sur la place du village, la porte du carrosse d'ébène vient de s'ouvrir, libérant un passager aux capacités surnaturelles. Je sais que ce n'est plus qu'une question de minutes avant qu'il se présente au château, attiré par une odeur de sang que rien ne peut masquer. Et je sais qu'à ce moment-là, ni mon fidèle canif ni mes instincts de chasseresse ne pourront me sauver. Mes bras retombent le long de mon corps, soudain aussi flasques que les 3 cadavres gisant sur le sol. Un sentiment de totale impuissance pèse sur mes épaules, telle une chape de plomb. Incapable de rester debout, je m'affaisse sur le tapis, dont la trame élimée se gorge peu à peu de sang. Je suis perdue, et ma mort, je le pressens, sera terriblement lente. Les tortures les plus douloureuses sont réservées à celles et ceux qui osent lever la main sur les nobles. Le vampire ne se contentera pas de me tuer d'un coup, lorsqu'il me découvrira dans cette pièce avec les corps du seigneur des lieux et de sa fille. À cette pensée, une idée fulgure dans mon esprit. Une idée folle. Je délace à toute hâte ma culotte de peau, fais sauter les boutons de ma chemise et me rue sur Diane pour lui retirer son négligé à manches longues. Les rubans poisseux de sang glissent entre mes doigts frémissants, mais je finis par les dénouer. J'enfile l'habit de linon parfumé. Il me va comme s'il avait été fait sur mesure. De même, le corps svelte de la baronnette entre parfaitement dans ma tenue de chasse. Je ne garde que mon briquet à amadou et le petit médaillon de maman, les glissant dans la poche à peigne du négligé. J'arrache ensuite à l'annulaire du cadavre la chevalière frappée des armes de Gastefriche, un blason barré d'un merle aux ailes déployées, et je la passe au mien. Pour compléter l'illusion, je jette mon chapeau de feutre dans un coin, laissant mes cheveux mi-longs retomber de chaque côté de mon visage. Puis je lève mon canif au-dessus du visage de la morte, et je l'abats encore et encore, fermant les yeux pour ne pas voir le délicat minois peint par mon frère se transformer en bouillie méconnaissable. Dernier détail de cette macabre mise en scène. Je perce les bras de la baronnette avec une de ses épingles à cheveux pour simuler la ponction de la dîme, et j'ouvre sa main inarticulée pour y glisser le canif dégoûtant de sang. Je me relève, pantelante,
l'estomac retourné par la boucherie que je viens de commettre. Mon regard tombe dans le miroir de la coiffeuse. Mes yeux ne sont plus que deux puits sans fond. Ma chevelure lâchée ressemble à un casque métallique encadrant mon visage hébété. À travers le linon du négligé, ma poitrine se soulève à un rythme saccadé, secouée de sanglots de panique et de hoquets de rire. Oui, je ris. Je ris nerveusement, follement, sans pouvoir m'en empêcher, de me voir ainsi déguisée en noble demoiselle. Quelle sinistre mascarade, quelle farce grotesque. À cet instant, un courant d'air glacé comme l'hiver soulève les voilages du balcon, éteignant toutes les bougies du candélabre, giflant mes joues tel un soufflet de givre. Le rire dément meurt aussitôt dans ma gorge. Je me retourne lentement. Une ombre se tient dans l'encadrement de la fenêtre, une haute silhouette à forme humaine, dont les contours se détachent vaguement contre l'obscurité de la nuit naissante. Le vampire. Je n'ai pas besoin de le voir pour sentir que c'est lui. Même si je n'ai jamais été en présence d'un mort-vivant, que j'ai simplement lu leur description dans les livres, toutes les cellules de mon corps me crient que je suis face à l'un d'entre eux. La froideur est la signature des ténèbres, à l'image de l'âge glaciaire qui a débuté avec l'avènement des seigneurs de la nuit. Il a fallu à peine quelques minutes à celui-ci, depuis que le tocsin a sonné, pour s'apercevoir que 2 frondeurs avaient échappé au massacre de l'apothicairie, puis gravir la colline que mon frère et moi avions mis plus d'1 quart d'heure à monter. Quant à la manière dont il s'est hissé jusqu'au balcon le long du mur lisse, tel un lézard, je préfère ne pas y penser. Ce garçon et cette fille, je balbutie en désignant les corps de Bastien et de Diane. Ce sont des assassins venus nous égorger. Je suis le faisan abattu ce matin, quelques secondes avant que mon lance-pierre le fauche. Je suis le lièvre pris au piège la semaine d'avant, au moment où mon collet s'est refermé sur sa nuque. J'étais occupée à ma toilette quand ces meurtriers sont apparus, dis-je, levant une main tremblante à mes cheveux. Mon père est parvenu à les neutraliser au terme d'une lutte féroce au prix de sa propre vie. Le sang qui me couvre, c'est le sien. Et Sa Majesté lui en saura gré, mademoiselle. La voix de la créature est calme et profonde, harmonieuse, et pourtant elle fait se hérisser les poils de ma peau. Je tire nerveusement sur les manches du négligé pour m'assurer qu'elle couvre bien les plis de mes bras, où les saignées répétées ont laissé leurs marques violacées. Le signe des roturiers soumis à la dîme du sang que j'ai rapidement reproduit sur le cadavre de la baronette. Ces misérables étaient de dangereux frondeurs, explique le vampire en s'approchant lentement de moi. Assez redoutables pour que je fasse le déplacement depuis Clermont, après avoir reçu la lettre que m'a adressée Feu votre père. Ils ont eu raison d'un inquisiteur et de 3 dragons avant de venir semer la désolation dans votre demeure. Mais ces renégats ne nuiront plus à personne à présent. Une main blanche aux longs doigts élégants émerge des ombres, festonnée d'une manche de soie fine. La paume de marbre semble inviter la mienne. Au moment d'y poser mes doigts tremblants, j'ai l'impression de toucher la surface glacée d'une statue. Le faible rayon de lune filtrant à travers les voilages éclaire la chevalière volée à Diane, dont l'éclat doré luit à mon annulaire. « Vous êtes la fille unique du baron, n'est-ce pas ?» me demande le vampire. Je hoche la tête, la gorge trop serrée pour articuler la moindre parole. Mon stratagème fonctionne. Le visiteur n'a jamais rencontré celle dont j'usurpe l'identité. Mon odeur de roturière semble masquée par le parfum imprégnant le négligé. Mais il suffirait que la créature se retourne et observe la chambre pour découvrir au-dessus de la cheminée un portrait qui n'est pas le mien. Aurais-je alors le cran de prétendre qu'il s'agit d'une parente ? Aura-t-il la curiosité d'inspecter le cadavre mutilé pour y chercher une ressemblance ? Pour l'heure, toute son attention paraît dirigée sur ma seule personne. Je crains que vous ne soyez désormais orpheline, mademoiselle. Mademoiselle. Diane, je lâche dans un souffle. Voici donc le dernier oripeau de ma victime que je dois encore m'approprier. Son prénom. Il sonne étrangement proche du mien, comme s'il m'était prédestiné. La baronette l'avait emprunté à la plus grande des chasseresses, et il m'échoua à présent, à moi qui braconnais sur les terres de son père. Ne vous tourmentez pas, Diane, susurre le vampire. Sa Majesté sait se montrer généreuse envers les mortels qui se sacrifient pour elle. Il se penche en avant.
Sa riche redingote de brocart bleu nuit entre dans le rayon de lune, puis le jabot de sa chemise piqué d'un gros saphir, et enfin sa tête tout entière. Elle m'évoque là aussi celle d'une statue. Son teint éclatant contraste avec sa longue chevelure d'un roux sombre et soyeux, rien à voir avec le nid à poussière informe qui coiffait le baron. Je suis frappée par la beauté juvénile émanant de ce visage parfaitement symétrique, d'un grain de peau si fin qu'il en devient indécelable, aux lèvres pleines et aux épais sourcils roux qu'on croirait peints sur de la porcelaine. Cet être semble avoir le même âge que moi, et sans doute était-ce le cas la nuit où il est devenu vampire. Mais qui peut dire de quand date sa transmutation? S'il l'a accompli en même temps que le roi, cela signifie qu'il infeste la terre depuis près de 300 ans. Au milieu de cette illusion de jeunesse, parmi cette candeur angélique, il y a tout de même un détail qui trahit sa nature monstrueuse. Ses pupilles sont deux disques noirs tellement dilatés qu'ils dévorent presque tout le blanc des globes oculaires. Tels ceux des chats et des hiboux, les yeux des vampires s'adaptent à l'obscurité ambiante et voient dans la nuit comme en plein jour. « Mes hommages », dit-il en se penchant pour me faire un baisement. « Je suis Alexandre de Mortange, vicomte de Clermont. » Je détourne les yeux pour ne pas hurler, au moment où ses lèvres effleurent le revers de ma main de leur velours froid. Mon regard éperdu tombe à nouveau sur le miroir de la coiffeuse. Je m'y vois reflété dans mon négligé souillé, dont la couleur brunit à mesure que le sang s'oxyde. Le visage du mort-vivant, en revanche, est invisible, de même que ses mains, comme si son habit de brocart n'était empli que de vide. Ce n'est donc pas un mythe. La peau des vampires, ces démons immortels, ne se réfléchit pas dans les glaces. Dès cette nuit, je vous emmène à Versailles, où je témoignerai devant la cour de cette opération réussie contre la Fronde, dit-il en se redressant. Ses lèvres blêmes s'étirent pour dévoiler des dents plus blanches encore que son teint, prolongées de deux canines pointues, luisantes comme des agates. Et dans quelques jours, Diane de Gastefriche, par la grâce des ténèbres, vous aurez l'honneur de devenir pupille du roi.